histoire de s'adapter. Inondations, les Hauts-de-France sous les eaux. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et j'habite à un petit village du nord de la France. Depuis quelques temps, j'ai décidé de comprendre et d'aller rencontrer celles et ceux qui s'adaptent et dessinent des territoires plus résilients face aux risques climatiques. Dans chacun des épisodes, je vous propose de questionner l'une des 5 grandes vulnérabilités de la région. Aujourd'hui, nous allons parler des inondations. En me réveillant un matin de 2016, je ne reconnaissais pas le jardin par la fenêtre. Le petit ruisseau l'avait envahi d'une eau boueuse. Dehors, la pluie continuait de tomber, cela faisait 4 jours. L'alerte avait été lancée par Météo France, mais jusqu'au bout j'avais du mal à y croire. Ce n'est que le soir que j'ai compris l'ampleur des dégâts. Des rues entières avaient été inondées, des maisons ravagées par les torrents de boue. Notre maison avait été épargnée, mais ma mère, qui travaille dans le village d'à côté, a dû déménager son bureau chez nous pendant plusieurs semaines, car son entreprise avait les pieds dans l'eau. Plus d'électricité ni de système informatique. Quand j'étais enfant, pourtant, mon grand-père se plaisait à me faire remarquer les plaques marquant les crues passées dans les rues du village ou aux abords des cours d'eau. Cette soirée de 2016, je restais étonné de voir les dégâts dans les rues alors que les repères des précédentes inondations dépassaient encore de beaucoup le niveau de celles que nous vivions. Pour la première fois autant que je m'en souvienne, cet événement était associé au changement climatique. Bien sûr, il est scientifiquement difficile d'établir un lien direct entre ce phénomène météorologique et la crise climatique. Mais ces inondations révélaient la vulnérabilité de certains territoires au grand jour, notamment la région où je vis, les Hauts-de-France. Sur Internet, je lis que les inondations représentent la première vulnérabilité de la région en termes de nombre de personnes menacées, et que près de 6 communes sur 10 sont concernées par ce risque. Et puisqu'il est avéré que les manifestations extrêmes vont augmenter avec le changement climatique, en nombre et en intensité, cela m'interpelle. Est-ce que, demain, les repères de crues seront régulièrement dépassés par des inondations considérables ? Aurons-nous inévitablement les pieds dans l'eau en Hauts-de-France ? Alors les Hauts-de-France, c'est un territoire qui est particulier. Luc Barbier travaille au parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Sur ce territoire, le marais audomarois occupe une place centrale dans la régulation des inondations. Parce que c'est le territoire le plus bas de France. On a la zone des Mouers à Dunkerque où on est à moins 2,50 m, mais ici, le niveau du marais, alors qu'on a une trentaine de kilomètres de la côte, on est au plus bas à 1,80 m. Et donc, on a forcément, plus on est bas, plus c'est compliqué quand il pleut ou quand la marée est haute. Donc ici, quand il pleut beaucoup, ça peut être des fois compliqué à évacuer à la mer. Et après, on a une autre particularité, parce qu'on est un très petit bassin. On est 5 millions d'habitants. Donc il y a une densité de population qui est assez extraordinaire, qui est unique en France. Le Nord, c'est le département le plus peuplé. Dans le delta de l'Aa, il y a 400 000 habitants, il y a une centrale nucléaire, il y a 18 entreprises Seveso. Les sites Seveso sont des installations industrielles classifiées selon la législation européenne et qui présentent des risques d'accidents industriels majeurs et font l'objet de réglementations spécifiques. Donc sitôt que l'eau, elle commence à faire un peu ce qu'elle veut, de toute façon on peut faire tout ce qu'on veut, l'eau elle décide de venir, elle vient. On est sur des territoires qui sont ultra sensibles par rapport à d'autres territoires français. Donc on a une grande particularité parce que quand on a toutes ces activités dans le territoire le plus bas de France, avec le développement d'une agriculture productive très intense, plus de 70% du territoire est occupé par l'agriculture, moins de 8% ou 9% par les forêts, 16% est artificialisé. Quand on met tout ça dans un shaker et qu'il pleut beaucoup et longtemps ou intensément, c'est forcément complexe. Donc sur le territoire dunkerquois, le risque d'inondation est lié au polder. Donc le polder, c'est un territoire qui a été gagné sur la mer. Xavier Chelkowski est écologue urbaniste. Il est directeur d'études à l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque. Il travaille sur un territoire de moher ou polder. Ici, c'est donc toute une partie de la région qui est directement concernée par les inondations car elle est située sous le niveau de la mer et maintenue au sec par des réseaux de canaux, de pompes et de digues.
Et donc le risque est notamment lié au fait qu'on a des problématiques de submersion marine. On a un territoire qui est protégé des invasions marines par les digues et les dunes. Et ces ouvrages, donc naturels ou artificiels, peuvent rompre dans certains cas, donc en cas de forte tempête, de marée, de vives eaux, etc. Et sinon, l'autre risque qu'on peut avoir sur le territoire, c'est celui d'inondation continentale. L'inondation continentale, c'est le débordement des voies d'eau du territoire parce qu'on ne peut pas les évacuer. Sur un territoire de polder, on a un fonctionnement qui est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on est soumis à la marée pour évacuer nos eaux continentales. Quand on est à marée haute, on a des portes à la mer au niveau des différents exutoires qui sont fermés pour empêcher la mer de revenir sur le territoire qui a été gagné. Pendant ce temps-là, le réseau hydraulique en arrière va monter en charge, il va se remplir et on va attendre la marée basse pour ouvrir les portes à la mer et évacuer toutes ces eaux continentales. Le tableau que me dresse Luc et Xavier confirme mon pressentiment. La région Hauts-de-France est un territoire particulièrement sensible aux inondations, en raison de sa géographie, de son aménagement et de son histoire. Pour bien comprendre, je me suis renseigné, et j'ai compris qu'il existe plusieurs types d'inondations. Par ruissellement d'abord, que l'on peut connaître en ville par exemple lorsque de fortes pluies viennent ruisseler sans s'infiltrer et créer des torrents de boue dans les rues. Par débordement de cours d'eau ensuite, lorsque des pluies violentes en amont d'un cours d'eau viennent le faire gonfler subitement, tellement que le débit devient incontrôlable et qu'il sort de son lit, débordant sur les plaines environnantes, que l'on appelle d'ailleurs le lit majeur. Et par remontée de nappe, enfin, lorsque des nappes souterraines affleurent et que trop remplies, elles viennent déborder en surface comme un verre d'eau trop plein. Mais que faire de cette situation dans un contexte de changement climatique ? Est-ce que ça change quelque chose ? Et si oui, dans quelle mesure est-ce que ça change ? Ce qui est en train de changer, c'est le régime des pluies. Où moi j'ai connu ce qu'on appelait ici le temps de Toussaint, où il pleuvait pendant des semaines de long et on en avait ras-le-bol d'être trempé, d'avoir un temps gris. Ça devient rarissime. Donc on n'a plus ces eaux continues qui alimentaient tranquillement les nappes, parce qu'on est quand même sur les nappes de la Craie très principalement, et il y a des endroits où l'eau elle a besoin d'un certain temps pour s'infiltrer. On a aussi le corollaire de l'inondation, c'est la sécheresse. Et nos sols ils perdent leur capacité d'absorption et ils mettent très longtemps à le récupérer. Enfin ça c'est surprenant. En fait pour qu'ils la récupèrent, il faut qu'il pleuve tout doucement pendant très longtemps pour bien remouiller les sols, pour éviter que ça ruisselle, etc., etc. Et après nous il faut pour que ça s'infiltre durablement, on a un régime des pluies lent, continue avec 235 ou 250 jours de pluie, c'est à peu près ce qu'on avait avant. Je pense que le nombre de jours de pluie, il est en train de baisser. Du coup, c'est pas une bonne nouvelle. Le 13% de pluviométrie hivernale supplémentaire, le problème, c'est que ce n'est pas des pluies qui sont régulières comme on le connaissait auparavant, c'est-à-dire une semaine de pluie comme ça, avec une eau qui a le temps de s'infiltrer et d'être évacuée au fil des marées. Là, on voit apparaître des événements extrêmes. Le réseau a été construit pour des pluies qui sont régulières, donc en automne, en hiver. Là, avec des pluviométries intenses comme on peut avoir dans certains secteurs, là, forcément, ça provoque des débordements parce que le réseau n'est pas calibré pour absorber ce type de pluviométrie. Puis nous, on a en face la mer qui monte et on va se la prendre de plein fouet parce que voilà, les Mouers à côté de Dunkerque, c'est moins de 50. Et on a du 0, du moins 1, donc le jour où la mer elle décide de passer, de toute façon, on pourra faire tout ce qu'on veut, les digues qu'on veut, elle est capable de nous faire des choses assez extraordinaires et de passer outre. La grosse problématique qu'on va avoir par rapport à l'élévation du niveau de la mer, c'est qu'on prend certes 1 mètre d'élévation à marée haute, mais on le prend surtout à marée basse. Ce qui veut dire que le temps d'ouverture des portes à la mer sera beaucoup plus court. Et donc si on ouvre moins les portes à la mer, on va évacuer moins d'eau continentale. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus évacuer autant d'eau et donc ça peut provoquer des inondations sur le territoire. Dans les secteurs qu'on appelle des pieds de coteaux, donc ces secteurs en cuvette, on est à des altitudes qui sont de l'ordre de 0, donc NGF, voire en dessous de ce niveau-là. Notamment la commune des Moires se situe à moins de 2,50 m NGF. NGF signifie Nivellement Général de la France. C'est le repère d'altitude utilisé par les cartographes. Donc on est sur des secteurs où on a une nappe qui est vraiment affleurante.
Il suffit de prendre une bêche, de creuser un trou et vous aurez de l'eau si le terrain n'est pas drainé. Et donc là, on peut avoir de la remontée de nappe. Et encore une fois, l'actualité a décidé de raisonner avec mon enquête. Mais de façon soudaine, disproportionnée, violente. Des eaux qui dévorent tout, jusqu'à couper du monde certaines maisons, certaines vallées. Il y a une partie de la route qui a complètement disparu sous les eaux. Le passage, il est impossible. La route, elle est devenue complètement impraticable. Il faut presque nager pour accéder à l'entrée de ce garage. À l'intérieur, sous 1 mètre d'eau, le lieu est méconnaissable. Quelques kilomètres plus loin, tous les commerces de la place d'Arc sont encore fermés. 200 000 personnes touchées, c'est considérable. Alors à l'épuisement s'est ajouté le découragement. Ces dernières heures, on le disait à l'instant, la pluie va revenir dès demain soir. La rivière est sortie de son lit. Elle déborde dans les lacs de rétention. Si leur vanne venait à lâcher, les villages situés en aval seraient submergés par un torrent de boue. Des milliers de sinistrés se retrouvent en plus maintenant privés d'eau potable. Des champs inondés. L'eau s'est à nouveau emparée du paysage ces dernières heures. Il faudrait que ça s'arrête et puis que ça s'arrête pendant des semaines et des semaines. Parce que c'est ça, ça n'a pas le temps de s'évacuer. Déjà, moi, c'est dur parce que c'est la maison de mon enfance. Mais encore plus, pardon, excusez-moi, pour mes parents. Partout dans le département du Pas-de-Calais, la solidarité s'organise. À Saint-Étienne-au-Mont, dans cette salle polyvalente, des repas sont servis par des bénévoles. Non, j'ai plus envie de rester. J'ai pas envie de revivre ça l'année prochaine. Dans 1 an, ça va peut-être recommencer. C'est ça la crainte. Moi, c'est ça, c'est l'avenir qui me fait peur. J'ai pas envie de recommencer, j'ai bientôt 60 ans, j'ai pas envie de recommencer. On a tout perdu, tout. Passé le choc, lorsque l'eau se retire, que peut-on faire pour ne pas revoir encore et encore ces images aux informations, pour ne pas entendre encore et encore ces récits? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut construire des digues pour nous protéger? Des maisons sur pilotis pour esquiver les crues? Renforcer les pompes pour évacuer l'eau? Tout le monde pense sur le territoire qu'on a toujours pompé les eaux, mais c'est faux. Le pompage est apparu dans les années 70. Donc on a eu, au sortir de la guerre, pas mal de problématiques d'inondation. Suite à la mécanisation de l'agriculture, l'apparition des tracteurs, on a eu des tassements de terrain, donc qui faisaient que l'eau ne s'infiltrait plus, donc des pertes de récolte, etc. Et donc a été lancé sur le territoire un grand plan d'assèchement, donc un nouveau plan d'assèchement, avec l'apparition du pompage, c'est-à-dire qu'on a drainé l'ensemble du territoire, on a rabattu la nappe des Watringues. Quand on dit rabattu, on l'a fait baisser donc, de quasiment 1 mètre pour avoir une agriculture qui est performante, c'est-à-dire qu'on est devenu complètement dépendant de la technologie. On est capable de pomper 100 mètres cubes seconde. Il faut imaginer que les Watringues, l'institution intercommunale des Watringues qui gère ces phénomènes-là, est capable de pomper 300 millions de mètres cubes d'eau. 300 millions. Et que si ce n'était pas fait, Dunkerque et Calais sont dans l'eau. On est soumis à un aléa technologique qui veut dire que si jamais on a un ouvrage qui tombe en panne, une pompe, une vanne, etc., et bien là on n'est plus en capacité d'évacuer les eaux continentales et là ça va provoquer des débordements sur le territoire. On a eu donc un fonctionnement qui est devenu complètement artificiel et plus du tout naturel. On a eu un changement complet de nos paysages, les prairies ont disparu, le peu d'éléments de bocage qui restaient également a disparu. Et donc on disait que voilà, on peut imperméabiliser, on peut changer de pratique agricole. De toute façon, on aura les stations de pompage qui sont là donc pour garder donc les pieds au sec. Forcément, tout notre système fonctionne à l'électricité. La facture de l'institution intercommunale des Watringues pour faire fonctionner ces pompes, habituellement, elle était de l'ordre de 300 000 €. Avec les problématiques énergétiques, la guerre en Ukraine, etc., la facture elle est passée à 700 000 €. Et cette facture, elle est assumée par la population. C'est comme un gamin qui est dans une pente et qui commence à courir. Puis rapidement, il se dit « je vais m'en prendre une bonne, je vais me ramasser, je vais me faire mal ». Et du coup, la mauvaise réaction que la majorité des enfants ont, c'est d'accélérer le mouvement, parce qu'en accélérant, ils gardent l'équilibre. Mais en fait, quand ils arrivent en bas, ils se prennent une grosse mandale. Ils s'en prennent une très très grosse, et nous, on fait ça, quoi. On est sur l'eau et sur plein de choses. On continue à avancer, voire à avancer encore plus vite, parce qu'on dit que c'est le seul moyen d'éviter de tomber. Et c'est ce mouvement-là qu'on n'arrive pas à enrayer aujourd'hui.
En fait, il faudrait qu'on invente des amortisseurs pour permettre aux gens de s'arrêter. Et on n'est pas capable de le faire. Et on le voit quand on parle des zones humides et de l'eau. On a des projets de préservation, ils ont un mal de chien à apparaître. Les projets de développement, ils vont tout seuls. Comme souvent au cours de mon enquête, je me rends compte que les solutions sont complexes et doivent être adaptées aux situations locales. Des solutions irréversibles laissent planer un risque de maladaptation, c'est-à-dire une adaptation n'embrassant pas la complexité des situations et pouvant mener à une vulnérabilité supplémentaire. Sommes-nous contraints à nous barricader face à l'eau qui ruisselle et qui monte en quelques minutes dans les rues ? Pour éviter le pire, il faut chercher d'autres solutions, plus souples. Le territoire du Delta de l'A est engagé dans un PAPI qui arrive donc à son terme, donc Programme d'action de prévention des inondations. Et là, c'est un outil financier proposé par l'État pour adapter le territoire aux inondations déjà actuelles. Et donc, ce sont environ 30 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire. Et on est parti dans un PAPI numéro 2 pour là anticiper donc, le changement climatique. Et dans ce cadre-là, une étude prospective a été réalisée pour voir ce que deviendrait le territoire à l'échelon 2050-2100 en termes d'indicateurs du changement climatique. Mais surtout, le but, c'était de trouver des solutions d'adaptation, d'avoir une stratégie pour savoir quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour qu'on ait un territoire qui soit résilient, adapté au changement climatique. Et dans ce cadre-là, donc, il y a différentes pistes qui ont été élaborées et qui concernent tout le monde. Ce n'est pas juste un groupe d'acteurs, ce n'est pas que les agriculteurs, que l'urbain, que l'industriel qui est concerné, c'est tout le monde donc, qui est concerné. On est tous dans le même bateau et chacun donc, doit apporter donc, sa pierre à l'édifice. Au niveau du monde agricole, on est donc sur un changement de pratique, plus aller sur de l'agroécologie, refaire de la haie, de la prairie justement pour limiter tout ce qui est ruissellement, tamponnement, peut-être plus accepter aussi de l'eau sur le territoire. Nous, on a une culture justement de l'assèchement et c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre qu'il va falloir réapprendre à vivre avec l'eau et peut-être d'accepter certaines inondations. Pas d'une manière permanente, mais voilà, il y a peut-être des moments où il n'y aura pas le choix, il faudra laisser des territoires inondés. C'est la question des zones d'expansion de crues, mais également de la restauration des zones humides qui ont un vrai rôle d'éponge naturelle, ces zones humides qui ont été complètement dégradées au fil des décennies. Sur le milieu urbain, là, la problématique, elle est vraiment celle de la désimperméabilisation. Enfin, déjà d'arrêter d'artificialiser les sols. Donc là, on est aussi dans les politiques nationales du ZAN, le zéro artificialisation nette. Mais on est aussi sur le fait de désimperméabiliser des secteurs qui sont couverts de bitume. On parle souvent des cours d'école, mais c'est également donc, tout ce qui est parking. On a beaucoup de parkings sur le territoire dans des centres commerciaux ou autres qui sont en cours de désimperméabilisation. La meilleure voie, elle est plutôt celle des solutions fondées sur la nature. Concerter avec le monde agricole pour qu'ils acceptent un petit peu plus d'eau dans certains secteurs. Ce n'est pas l'ensemble du territoire qu'on va inonder. Par contre, il y a des secteurs qui sont déjà aujourd'hui régulièrement inondés. Mais pourquoi pas réfléchir au fait de les inonder régulièrement, mais en concertation avec les propriétaires. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Gagnant pour l'agriculteur qui accepte donc, de l'eau sur son terrain et gagnant pour la population qui sera en sécurité. On a déjà ce type d'ouvrage sur le territoire, c'est à Bierne. C'est un ouvrage qui a été fait en 2012 qu'on appelle la ZOEC, donc la zone ornithologique d'expansion de crues. Et donc c'est un secteur qui était régulièrement inondé. Et là, c'est le département donc, qui a préempté les terres à partir de 2003 pour, sur une trentaine d'hectares, donc faire une grande zone d'expansion de crues avec une forte volonté aussi d'y inscrire la biodiversité. C'est pour ça qu'on parle de zone ornithologique d'expansion de crues. Et c'est vrai qu'on est passé d'un milieu complètement agricole, avec une agriculture intensive, à des grandes prairies inondables, avec des bassins donc, naturels qui ont été mis en place et qui permettent vraiment donc, de capter l'eau et de limiter les inondations. Et il y a aussi un aspect agricole dessus,
dessus puisque l'entretien est fait par une race locale qui est la rouge flamande. Donc c'est une vache qui nous sert à faire le fromage de Bergue. Et voilà, donc on concilie agriculture, biodiversité, gestion des eaux et même le récréatif puisqu'on a des observatoires donc, qui sont mis en place sur tout le pourtour et qui permettent aussi à la population de venir observer soit les vaches, soit les oiseaux ou les animaux qui se baladent là. Quand on a des prairies préservées sur des surfaces suffisamment conséquentes, eh ben, ça limite tous les dégâts qu'on pourrait constater ailleurs, parce que l'eau elle a sa place de liberté sur des espaces où de toute façon la crue elle arrive à partir de octobre-novembre, et à partir de mars elle s'en va tout doux. Donc pour les éleveurs ils sont dans leur calendrier, et je pense que du coup c'est vraiment le meilleur outil, c'est de préserver ces grands espaces-là. Il faut qu'on sacralise réglementairement les prairies et les prairies humides, et il faut qu'on donne un outil financier aux agriculteurs pour pouvoir vivre décemment de leur travail et du service qu'ils rendent à la société. Parce que c'est ça qu'on oublie. 1 hectare de tourbière, ça correspond en stockage carbone à 10 hectares de forêt tempérée. Et à chaque fois qu'on détruit une zone humide, eh ben on se retrouve en miroir à devoir investir des centaines ou des millions d'euros pour réparer ce qui a été dégradé. Parce qu'à un moment, on n'a peut-être pas eu le courage de dire non. Et avoir le courage de dire non, peut-être qu'on peut payer ce courage. Les gens qui disent non, peut-être qu'on peut les aider pour que financièrement ils s'en sortent. Mais ça coûte je ne sais pas combien de fois moins cher que de réparer au final. Quand on détruit une haie qui a 100 ans, on peut en replanter une 10 mètres plus loin en disant « Ouais, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on vous en met une à côté ». Elle n'a pas les mêmes fonctions. Une haie qui a des racines qui descendent à 5 ou 6 mètres, qui a tous ses mycorhizes, qui a tout son équilibre avec les champignons, avec la petite faune, et une haie qu'on replante sur un terrain qui a été agricole, certainement labouré à côté, on ne parle pas de la même chose. Au fil de nos discussions, Luc et Xavier me font prendre conscience d'une chose que je crois primordiale. La solution qui n'apporterait pas d'effets secondaires négatifs, qui permettrait de protéger nos enjeux prioritaires sans accroître le risque, bref, une solution sans regret, c'est de préserver ce qui est déjà là. Les espaces naturels, les prairies inondables, les ripisylves. Car encore une fois, les solutions fondées sur la nature semblent être notre meilleure arme face au changement climatique. En fait, il semble bien plus dur et coûteux de réparer un dysfonctionnement que d'éviter des erreurs d'aménagement qui le favorisent. Il faut ne pas faire d'erreurs en artificialisant des terres qui pourraient permettre aux crues de s'étendre. Ne pas faire d'erreurs en détruisant des tourbières ou des zones humides. Finalement, renoncer à des projets, à des habitudes, à des modes de faire hérités des dernières décennies est aussi important que de mettre en place des solutions. Ces solutions existent, elles sont multiples, souples et doivent être adaptées à chaque situation, à chaque cours d'eau, à chaque territoire. Mais je le comprends, elles sont aussi d'ordre culturel, et il nous faut réapprendre à vivre et aménager avec l'eau. Ici, jusqu'aux années 60-70, on prenait des crues majeures. Moi, quand j'étais gamin, le dimanche, on allait des fois chez des amis de mes parents qui étaient dans le marais et qui avaient de l'eau dans le salon. C'est-à-dire que quand on arrivait, on se disait « Merde, les chaussures, c'est pas adapté ». Et ça, on oublie très vite ces événements-là, mais ces événements-là se produisaient très régulièrement, voire tous les hivers, voire plusieurs fois par hiver. Quand vous allez discuter avec la population, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont au courant qu'ils vivent sur un polder, des terres qui ont été gagnées sur la mer. On travaille vraiment pour remettre l'eau en scène sur notre territoire, justement pour réapprendre aux gens qu'on est sur un territoire qui a été gagné sur la mer, donc il y a aussi des eaux continentales qui sont à évacuer. Le but aussi, donc, de remettre l'eau en surface, la remettre en scène dans des opérations urbaines, c'est de dire, voilà, donc on est aussi sur un territoire qui est soumis à certains risques. Le changement climatique et les inondations nous invitent à reconstruire une culture du risque et à repenser notre façon d'intégrer l'eau et le risque dans l'aménagement du territoire. Et ça a déjà commencé. Ici, les cours d'eau autrefois canalisés et enterrés réémergent en surface et reprennent leurs méandres naturels. Là, des maires décident d'organiser le repli stratégique, c'est-à-dire de reculer l'urbanisation de certaines zones jugées trop vulnérables. À Condette, des marais sont sanctuarisés dans les documents d'urbanisme pour permettre aux eaux de s'y étendre en cas d'événements extrêmes, au plus grand plaisir des hérons et de celles et ceux qui les observent d'ailleurs. À Hirzon encore, des seuils qui empêchaient l'écoulement des cours d'eau et le bon fonctionnement des écosystèmes sont abattus et la rivière reprend son fonctionnement naturel.
Ou alors à Douai, toute la ville a mis en place une politique ambitieuse d'infiltration des eaux pluviales en désimperméabilisant massivement les sols. À Raré, les pouvoirs publics et les agriculteurs et agricultrices construisent ensemble les aménagements hydrauliques pour préserver les cultures et les habitations. Un mouvement existe, on le sent, mais face aux nouveaux enjeux du changement climatique, il doit s'accélérer et essaimer. Partout, la solidarité entre l'amont de la rivière et son aval doit s'organiser pour avoir une approche cohérente et globale des inondations. De nouvelles façons de faire et d'appréhender le territoire et les risques doivent remplacer d'anciennes, incompatibles avec le nouveau contexte climatique. Et sur ce sujet, beaucoup reste encore à inventer. Si on fait le boulot qu'on fait, c'est qu'on y croit. On rencontre des élus super, qui ont vraiment envie, qui n'ont pas forcément des grandes responsabilités, mais qui ont envie d'y aller. On se dit, et à un moment, ça va finir par bouger parce que les gens ils commencent à se dire qu'on se fout un peu de leur gueule, quoi. Moi, j'ai des enfants qui sont très grands. J'espère avoir des petits-enfants pas trop tard. Et je me dis, c'est pas possible qu'on leur laisse pas un espace de vie long sur une planète de bonne qualité. Et je me dis, à un moment, ce truc-là, il va passer au-dessus du reste. Je me dis qu'on va finir par y arriver. Il y a de plus en plus de gens dans l'environnement, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur les dispositifs alternatifs, etc. Et on va quand même finir par y arriver, quoi. Quand on regarde l'histoire du territoire, depuis le XIIe siècle, les premières tentatives d'assèchement, etc., le territoire s'est toujours adapté. C'est-à-dire qu'on a souvent été inondé, mais on s'est toujours relevé. Aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on sait ce qui nous attend à peu près. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver. Par contre, on a les tendances. On sait ce qui va nous arriver. Donc voilà, la note d'optimisme, c'est qu'on sait ce qui va nous arriver, on n'a qu'à s'adapter maintenant. Histoire de s'adapter, un récit lucide et immersif, une narration positive et sensible, le podcast du CERD sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Dans le prochain épisode, nous aborderons la thématique des maisons fissurées par la sécheresse. Comment adapter le bâti, repenser nos façons de construire, d'aménager, de prendre en compte le risque. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à Luc Barbier et Xavier Chelkowski pour leurs interventions. Réalisation, La Traverse.